En 2006, la WWE a voulu surfer sur le succès colossal de Pirates des Caraïbes au cinéma, en lançant son propre équivalent du capitaine Jack Sparrow à SmackDown, en la personne de Paul Burchill. Mais tout est loin de s'être déroulé comme la compagnie aurait pu l'imaginer. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour notre documentaire sur cette expérience originale que la fédération de Vince McMahon a menée avec le catcheur anglais. Vous y apprendrez entre autres comment ce personnage à l'entrée spectaculaire et unique a failli tomber à l'eau avant même de vraiment débuter à cause d'un incident stupide. Comment sa femme et lui en sont même arrivés à appeler des musées pour se procurer tous ces accessoires. Mais aussi l'imbroglio hallucinant avec Vince McMahon et Disney à cause duquel il a été brutalement mis au placard. Et même comment un événement tragique a complètement chamboulé la carrière de l'anglais. Et vous ne devinerez jamais les métiers actuels de Paul Burchill, qui sont plus que surprenants. N'hésitez pas à faire comme les analyses de Adam, qui est très fidèle à la chaîne et qu'on remercie du fond du cœur, en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le Jack Sparrow de la WWE, Paul Burchill, c'est parti! Quand on s'intéresse à la vie de Paul Burchill, ce catcheur né à Guildford dans le sud de l'Angleterre le 8 octobre 1979, on pourrait avoir du mal à se dire que cet homme finira par devenir le Jack Sparrow de la WWE, par incarner un personnage de pirate largement dans un registre assez comique, alors qu'il était aux antipodes de cela au début de sa carrière. Effectivement, quand il a débuté dans le business en 2002, à l'âge de seulement 22 ans, dans la fédération de la Frontier Wrestling Alliance, il était un personnage parfaitement crédible et intimidant, comme vous allez le voir. Et là où son parcours est encore plus surprenant, c'est qu'il aurait très bien pu ne pas du tout devenir catcheur, puisque, comme il le raconte, il semblait plutôt se diriger vers une carrière de rugbyman professionnel dans sa jeunesse. Le rugby étant le deuxième sport le plus suivi en Angleterre, juste derrière le football. Un autre sport auquel il s'est également intéressé d'ailleurs. En parallèle, il faisait aussi des études dans les sciences du sport, ce qui lui permettra d'obtenir un diplôme et d'avoir un job d'enseignant en école primaire dans son comté de Surrey. Ces années-là, le catch était seulement à loisir pour Paul, où il pouvait voir certains de ses compatriotes comme Big Daddy ou Giant Haystacks. Figurez-vous d'ailleurs que ce dernier a même déjà catché sous le nom de Monstre du Loch Ness, la fameuse créature légendaire. Mais ce qui a vraiment tout changé pour lui et ce qui lui a définitivement donné envie de tenter sa chance dans ce milieu, c'est quand il a vu le TLC match à WrestleMania 17 en 2001 entre les Hardy Boys, Edge et Christian et les Dudley Boys. Un affrontement iconique où on se souvient du célèbre moment où Edge avait fait un spear aérien spectaculaire à Jeff Hardy notamment. C'est là qu'il est tombé amoureux du catch et qu'il a pris la décision d'en faire son métier. Et c'est un choix qui n'a pas vraiment fait l'unanimité dans son entourage, puisque, comme il le raconte, c'était une décision qui n'a pas été vue très positivement. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire ? Le catch m'a attrapé. Et à ce moment-là, tout s'est enchaîné très vite pour lui. Tenez-vous bien. Il va donc commencer à s'entraîner à la FWA en étant coaché par Mark Sloan et avoir ses premiers matchs à partir de février 2002, en utilisant son vrai nom, à savoir Paul Burchill. Avoir une longue série d'invincibilité qui va durer jusqu'à ce qu'il se fasse repérer par la compagnie de Vince McMahon moins de 3 ans plus tard dans un try-out à Manchester. A priori, selon lui, il a été super agressif dans le ring, tout en faisant des prises aériennes, ce qui est peu commun pour quelqu'un qui fait quand même 1m93 et qui pèse environ 110 kg. Et il a tapé dans l'œil de l'officiel John Laurinaitis, qui était présent, et qui lui a demandé s'il voulait venir travailler à la WWE. Pouvez-vous seulement imaginer se lancer dans le catch en étant encore jeune et réussir à décrocher un contrat dans l'entreprise la plus prestigieuse du business en moins de 3 ans ? Clairement, cela en dit long sur son talent. Et c'est vrai que quand on regarde les capacités athlétiques qu'il montrait dans le ring, comme par exemple faire un moonsault sur place ou d'autres prises de haute voltige, mais aussi son physique plutôt massif et imposant, on comprend qu'il a pu se faire remarquer si rapidement. Mais là, on peut se poser une vraie question charnière. Certes, ce gabarit et ce côté très sportif ont pu le différencier dans le circuit indépendant. Mais ces qualités ne sont-elles pas assez communes à la WWE ? Est-ce que ce sera suffisant pour vraiment se démarquer dans l'empire du divertissement sportif ?
On peut également se demander s'il ne va pas hériter du même sort que d'autres Britanniques avant lui dans la fédération de Stamford, tels que le British Bulldog ou William Regal, dont on va bientôt parler d'ailleurs, qui, malgré leur talent, n'ont jamais eu mieux que le titre intercontinental. À cette époque, bien avant que Drew McIntyre écrive l'histoire en 2020, le titre WWE n'avait jamais été remporté par un Britannique. Et vous allez voir que ces questions finiront par poser problème par la suite. En tout cas, en 2005, alors qu'il vient de devenir père pour la première fois d'un petit garçon, que sa femme Jasmine et lui ont appelé Haven, il se retrouve aux États-Unis pour ce qui est un nouveau chapitre de sa vie. Et c'est à l'Ohio Valley Wrestling, le club école de la WWE, qu'il va faire ses gammes, alors qu'il vivait encore dans un motel au début, en attendant d'obtenir son numéro de sécurité sociale aux États-Unis pour pouvoir être payé. Il y démarre officiellement à la télévision en mai, contre un certain Nick Nemeth, qu'on connaîtra mieux sous le nom de Dolph Ziggler. Pour l'anecdote, il a eu la chance d'y être au moment où ce véritable centre de formation de la WWE a été confié à Paul Heyman, à partir de juillet 2005. Ce génie créatif qui avait révolutionné l'industrie avec l'Extreme Championship Wrestling dans les années 90 et futur Special Counsel de Roman Reigns. C'était une chance parce que Heyman préférait mettre en avant des catcheurs qui venaient des indies, tels que CM Punk, plutôt que d'autres sans aucune expérience dans le business. Et cela permettra à Burchill d'avoir une visibilité importante avec de nombreux matchs. Figurez-vous qu'à cette période, son theme song était même le célèbre morceau You Spin Me Round Like a Record du groupe Dope, qui avait lui-même repris un tube des années 80. En sachant que Paul Heyman n'avait jamais été du genre à s'inquiéter pour les histoires de copyright ces années-là. Et à propos de copyright, c'est aussi à cette époque que la WWE a renommé Paul Burchill Paul Burchill, afin de pouvoir posséder son nom légalement. Mais au mois d'août, il va se passer quelque chose de complètement inattendu. Alors qu'il est à l'OVW depuis seulement quelques mois et qu'il vaque à ses occupations habituelles, on dit à Paul Burchill à 16h qu'il va être lancé dans le roster principal le soir même. Il ne va pas paniquer pour autant et prendre ce que la WWE a décidé de lui donner. Il va intervenir en faveur de son compatriote William Regal à Velocity, qui est en quelque sorte le show où on mettait les mid-carders de SmackDown, dans son match contre Scotty 2 Hotty. Et à partir de là, les deux Anglais formeront une tag team ensemble pendant plusieurs mois. C'est donc les débuts officiels de Burchill dans le main roster à seulement 25 ans. Alors personnellement, je trouve que cette association était peut-être un peu simple, puisqu'elle était totalement basée sur le fait que les deux hommes sont de la même nationalité. Mais elle aura au moins le mérite d'apprendre beaucoup de choses à Burchill. En effet, il dit que William Regal, qui était quand même un vrai vétéran du business, avec près de 20 ans d'expérience dans le ring, et qui avait 11 ans de plus que lui, a été un excellent mentor, dont il va appliquer les précieux conseils toutes les années suivantes. À l'écran, par contre, ils n'auront jamais mieux que quelques matchs pour le titre par équipe. Et en décembre, au show Armageddon, Paul Burchill va avoir avec William Regal ce qui restera en fin de compte son seul et unique match en pay-per-view de cette période à la WWE, à 2 contre Bobby Lashley, qui les tatanera parce qu'il ne s'était pas abonné à Johnny Catch. Et là, on est en quelque sorte à un carrefour de la carrière de Burchill. Désormais, comme on aurait pu le craindre, il a clairement un rôle de second plan à la WWE. Et à mon humble avis, malgré ses capacités athlétiques remarquables pour son physique, il n'a pas un personnage qui se démarque vraiment. Et il n'y a pas de vrai projet autour de lui. Mais tout cela va complètement changer à partir du mois de février 2006, où il va connaître une véritable révolution de son personnage, qui ne pouvait pas mieux tomber. Début 2006, la situation à SmackDown était assez particulière. Celui qui était un des nouveaux visages de la compagnie et qui était un des babyface les plus populaires, Batista, venait de rendre son titre de champion poids lourd vacant à cause d'une blessure. Un titre dont avait finalement hérité Kurt Angle, qui était un des grands noms du show bleu, alors que WrestleMania 22 approchait à grands pas, aux côtés de Randy Orton et de Rey Mysterio, qui affronteront justement Angle au Gwenda Stage of Them All, mais aussi de l'Undertaker, qui était en rivalité avec Mark Henry, et de Bobby Lashley, qui montait en puissance. Sur une note plus triste, il ne faut pas oublier qu'à peine quelques mois avant, en novembre 2005, le show bleu venait de perdre tragiquement un de ses babyface les plus aimés en la personne d'Eddie Guerrero. Alors, à ce moment-là, la WWE a fait un constat. SmackDown a besoin d'au moins un nouveau personnage face, en sachant que jusqu'à présent, Paul Burchill avait été un heel avec William Regal, un rôle de méchant.
Et ces années-là, si on dépasse un peu les frontières de la WWE, c'est une période où dans la culture populaire, les pirates étaient à la mode. Et la raison en est très simple. En 2003, Disney, un des titans mondiaux du divertissement, a sorti le film Pirates des Caraïbes, qui a récolté la somme faramineuse de 654 millions de dollars au box-office international, avec pas moins de 292 millions d'entrées aux États-Unis. Et la suite, qui sortira à l'été 2006, rapportera même plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial. Des chiffres qui représentent bien le phénomène culturel que c'était. Et c'est une saga qui était portée par un personnage, et pas n'importe lequel. Le capitaine Jack Sparrow, incarné par l'acteur Johnny Depp. Un protagoniste que le plus gros magazine de cinéma au monde, Empire, a désigné comme étant le 14e personnage de film le plus populaire de tous les temps. Et pour l'anecdote, ce qui est encore plus fou dans toute cette histoire, c'est que ce pirate assez perché que Johnny Depp a rendu culte, en s'inspirant dans son acting du guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, a failli ne pas exister du tout. Parce que les cadres de Disney n'aimaient vraiment pas les nuances que Johnny Depp lui avait apportées. Et c'est seulement parce que l'acteur a dit qu'il refusait catégoriquement d'y changer quoi que ce soit, et que Disney n'a pas voulu le virer par peur de donner une mauvaise image, que le Jack Sparrow, tel qu'on le connaît, a quand même vu le jour. Mais pour revenir à la WWE en ce début d'année 2006, c'est dans ce contexte général que Vince McMahon va aller voir Paul Burchill et lui dire qu'il va désormais incarner un pirate. Pour votre information, cela ne serait pas non plus la première fois qu'on verrait un personnage de flibustier dans la compagnie, puisque le Québécois Carl Ouellet, qu'on connaît généralement mieux sous le nom de PCO du côté d'Impact Wrestling, avait déjà eu une gimmick de pirate en 1995 sous le nom de Jean-Pierre Lafitte, en étant soi-disant un descendant du vrai pirate, Jean Lafitte. L'échange qu'il va y avoir à ce moment-là entre le patron de la compagnie et Burchill va en réalité révéler ce qui deviendra un problème majeur par la suite. Effectivement, alors que Vince lui a dit qu'il allait être un pirate comme dans Pirates des Caraïbes, et que l'anglais, qui connaissait donc Jack Sparrow et l'interprétation assez spéciale de Johnny Depp, lui a demandé s'il voulait qu'il soit comme Keith Richards, le boss de la WWE lui a rétorqué « Oui, mais déguisé en pirate !» Et là, si on lit entre les lignes, on comprend une chose. Vince McMahon ne savait pas que Johnny Depp s'était inspiré de Keith Richards dans son interprétation de Jack Sparrow, et n'avait donc probablement pas non plus vu le film. Sans s'en rendre compte, il lui a donc donné la consigne d'imiter Sparrow, et malheureusement, cela finira par mener à un imbroglio majeur. En tout cas, en février 2006, Paul Burchill va subir un repackaging complet, et il y sera pleinement impliqué. Il va essayer de trouver des accessoires et des costumes dans des magasins, et il raconte que c'était très difficile à trouver malgré le succès de Pirates des Caraïbes, et que sa femme a littéralement passé une semaine à appeler partout, y compris des musées, pour pouvoir faire sa tenue. À l'écran, cette métamorphose complètement improbable va être amenée d'une manière assez intéressante. D'abord, Burchill et Regal vont mettre fin à leur association, mais en se quittant quand même bons amis. Et dans un segment en coulisses assez drôle, Burchill va expliquer à son ancien collègue et à Palmer Cannon, une figure d'autorité de SmackDown à l'époque, qui représentait soi-disant la chaîne UPN qui diffusait le show bleu, qu'il veut devenir un pirate parce que soi-disant, accrochez-vous, l'arrière-arrière-grand-père du deuxième cousin de sa mère était un lieutenant de Barbe Noire. Le pirate légendaire qui aurait terrorisé les marins qui traversaient l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes vers le XVIIIe siècle. Et je dois dire que tous les segments qui ont suivi à partir de là étaient particulièrement divertissants, et ont permis à Paul Burchill d'être plus mis en avant qu'il ne l'avait jamais été jusqu'à ce moment-là. Déjà, le 10 février, alors qu'on a une sorte de fête en coulisses, pour le moins excentrique, il va apparaître d'une façon que je trouve complètement absurde, en découpant avec une petite épée un trou dans du papier. C'est comme s'il sortait de sa boîte, et on est tout de suite frappé par sa ressemblance avec Jack Sparrow, aussi bien dans son look, entre les cheveux, le bandana, le maquillage autour des yeux, que dans son attitude assez décalée et dans son monde. Ce qui est encore plus surréaliste, c'est que ses seules paroles dans ce nouvel accoutrement seront un même mot adressé à Mr. Kennedy, puis à Palmer Cannon, tout simplement « Hello ». La semaine suivante, on va même apporter une nouvelle nuance à son personnage que je trouve brillante personnellement. On a Mr. Kennedy qui prend à partie Burchill en lui disant qu'il est ridicule, que les fans vont se moquer de lui. Mais quand Paul va le menacer avec son sabre, Kennedy va faire volte-face et lui dire qu'il sera over.
Et là, ce qui est incroyable, je trouve, c'est qu'on a d'une certaine manière brisé le 4e mur du catch, puisqu'en principe, les personnages fictifs qu'on voit dans les shows ne devraient jamais dire le mot over par exemple, un terme normalement réservé aux insiders du business. C'est un peu comme si Jack Sparrow disait en plein film qu'il espère que Pirates des Caraïbes va cartonner au box-office. Mais justement, en faisant des segments où on se moque de Burchill, en disant qu'il ne sera jamais over, à savoir populaire auprès des fans, on a un élan de sympathie pour lui. On a envie de l'encourager. Le 24 février, alors que Burchill se rase avec son sabre en se servant d'un morceau de verre comme miroir, William Regal, son ancien tandem dans le ring, va lui reprocher de ternir indirectement sa propre réputation en tant qu'ancien coéquipier en se déguisant en pirate. Lui dire qu'il a reçu une lettre d'une admiratrice qui lui dit que Burchill lui fait honte. Et là encore, c'est original et drôle selon moi, parce qu'en voyant Regal lui dire qu'il est ridicule et qu'il court à sa perte, en tant que fan, on a envie de le soutenir. Et c'est un procédé très malin de la part de la WWE, parce qu'il permet d'attirer de la sympathie pour Burchill. Cette scène se terminera d'ailleurs par lui qui donne une fausse bombe à Regal, qui va se mettre à paniquer dans un jeu d'acteur extraordinaire. Et ce dernier n'est pas au bout de ses peines, puisque la semaine suivante, alors qu'il était encore en train de sermonner son ancien camarade, Paul va lui couper sa cravate. En tout cas, tout cela va mener à son premier match avec cette nouvelle gimmick de pirate le 10 mars 2006, contre William Regal justement. Et c'est ce jour-là qu'on va pouvoir profiter pour la première fois de son entrée absolument incroyable. Alors que William Regal l'attend dans le ring, après avoir prévenu le public qu'on allait voir quelqu'un de complètement ridicule se faire humilier, Paul Burchill va apparaître dans ce qui semble être les hauteurs du stage, et littéralement débarquer en se tenant à une corde tel un corsaire sur un navire. À mes yeux, c'était hyper original et très pertinent, puisque s'il y avait bien un catcheur qui devait faire son entrée de cette manière-là, c'est bien celui qui incarnait un pirate. C'était vraiment une entrée unique et spectaculaire. On y entend d'ailleurs pour la première fois son theme song, qui commence par un petit bruit d'épée, ce que je trouve bien trouvé, avec une musique qui rappelle énormément la bande originale de Pirates des Caraïbes, une source d'inspiration évidente. Sur son titantron, on remarque d'ailleurs un drapeau de pirate, et Paul Burchill avait l'air totalement à l'aise pendant son entrée, en confiance et dans l'autodérision. On sentait qu'il ne se prenait pas au sérieux, et qu'il jouait aux pirates en réalité. Et c'est aussi ce que les fans ont dû apprécier, puisqu'il a eu droit à un bel accueil des spectateurs. On le verra jeter des faux bijoux au public pendant son entrée, et même faire une pause sur un des poteaux du ring où il semble regarder l'horizon tel un pirate sur son bateau. Un moment que je trouve aussi génial, c'est quand Regal, qui rigolait en le voyant jusqu'à présent, va avoir peur quand Burchill va dégainer son sabre. On peut vraiment dire que Regal, par toutes ses réactions et son jeu d'acteur toujours excellent, a largement aidé à encore mieux vendre Burchill en tant que pirate auprès des fans. Son personnage était distinctif, sans l'ombre d'un doute. Et dans le ring, il gardait ce qui était ses qualités depuis le début de sa carrière, avec notamment une prise de finition divertissante qui sera nommée Walk the Plank, ce qui veut dire, dans le lexique des pirates, se faire chasser, où il réussit à faire une espèce de salto arrière tout en faisant faire un salto avant à son adversaire. Et personnellement, face à toute cette gimmick et cette présentation, je ne suis pas du tout du même avis que certains observateurs qui ont trouvé ce personnage stupide et qui ont considéré que c'était un sabotage de Paul Burchill. De mon point de vue, il y était plus divertissant que jamais, avec une identité très forte, contrairement à avant où il était assez banal, et même dans la suite de sa carrière, comme vous allez voir. Il était bon dans sa gimmick, et drôle, et à mes yeux, c'est important que la WWE fasse des références à la culture mainstream, comme ici avec Pirates des Caraïbes, parce que c'est quelque chose qui va parler aux fans casual, au grand public qui a de plus en plus arrêté de regarder les shows au fil des années. À travers ce personnage de pirate, on sort de la bulle du catch et on s'inspire de quelque chose que littéralement des dizaines de millions de personnes ont aimé dans le monde. Alors au contraire, ce nouveau rôle était une bénédiction dans la carrière de Paul Burchill à ce moment-là. Mais le plus fou, c'est que tout a failli être gâché par un incident improbable. Le jour de son premier match en tant que pirate aurait pu virer à la catastrophe et complètement compromettre cette nouvelle dynamique. Effectivement, en faisant son entrée pour la première fois dans les répétitions face à Vince McMahon, Paul Burchill s'est blessé au genou. Déjà, ce qu'il faut savoir sur toute cette mise en scène, c'est que d'un côté, elle avait certes l'avantage d'être unique, mais de l'autre, elle présentait l'inconvénient d'être toujours dépendante de la hauteur du plafond de l'arène où le show se déroule. Et comme vous pouvez vous en douter, ce n'est jamais exactement la même en fonction de l'arène. Burchill a d'ailleurs dit qu'à cause de ce facteur-là,
il faisait toujours son entrée à l'instinct, en espérant que tout se passe bien, puisque la vitesse à laquelle il débarquait n'était pas systématiquement la même. En tout cas, ce jour-là, il a testé son entrée en quelque sorte. Et au moment où il a été sur la 3e corde, quand il était dans le ring, il dit qu'en atterrissant, il a senti son genou qui explosait de l'intérieur. Vince lui a tout de suite demandé s'il allait bien, et d'aller faire inspecter sa blessure par des médecins. Comme Burchill lui-même l'a raconté, « J'avais eu des injections de cortisone toute la journée. Le but, c'était juste de pouvoir faire mon match. On m'a dit que je pouvais aller faire soigner mon genou, mais qu'on ne pouvait pas me garantir qu'il y aurait un spot pour moi quand je reviendrais. » C'est donc en étant blessé au genou que Burchill a fait ce premier match. Et on peut voir qu'il a été prêt à mettre en péril sa santé pour pouvoir garder le spot qu'on lui donnait dans le show dans ce nouveau rôle de pirate. Mais d'un autre côté, on peut aussi penser qu'avec une blessure, dès cette première vraie apparition importante, les choses ne semblaient pas prendre une bonne tournure pour lui. Les semaines suivantes, ce qu'on peut relever de plus marquant pour Paul Burchill, c'est la suite de son angle assez comique avec William Regal, qui veut à tout prix qu'il arrête de se déguiser en pirate, qui mènera à une situation vraiment loufoque entre les deux hommes, dans laquelle ils s'affronteront dans un match avec un enjeu incroyable. Si Burchill perd, il arrête d'être un pirate. Mais s'il gagne, Regal sera obligé de porter les déguisements que Burchill choisira. Et tout naturellement, c'est le pirate qui va l'emporter. Et on aura droit à des segments hilarants, où on verra William Regal déguisé en femme, en nounours, en poule et même en gorille. Je trouve que c'était exceptionnel en termes d'absurdité et de divertissement, avec aussi ce moment génial où Burchill lui piquait les fesses avec son épée. Regardez le jeu d'acteur de Regal. On ne peut qu'admirer son talent et son autodérision pour avoir su être drôle dans toutes ces tenues ridicules. Et c'est à noter que dans un échange qu'ils avaient eu à l'écran, Burchill lui avait dit qu'il s'amusait dans ce personnage, et qu'il lui réussissait puisqu'il était resté invaincu pendant plusieurs semaines avec des victoires en équipe avec Crystal contre Regal et Gillian, une autre contre Booker T après que ce dernier ait quitté le match pour partir à la poursuite du Boogeyman qui avait enlevé sa dulcinée Charmel, et aussi contre Rashid Brown. Par contre, il s'est malheureusement fait éliminer dans une Battle Royale pour se qualifier pour le match Money in the Bank de WrestleMania. Une Battle Royale que Bobby Lashley gagnera. Mais par contre, il avait été un des très rares participants à avoir droit à son entrée. Ce qui montre que la WWE lui accordait quand même une certaine importance. Je suis aussi fan du court moment qu'il a eu à WrestleMania 22 en coulisses, quand Booker T et Charmel l'ont croisé alors qu'il était dans son coin en ayant l'air d'avoir un combat dans sa tête contre un ennemi imaginaire. Il était complètement perché et dans son monde dans cette petite scène, et je trouve qu'elle est géniale. Quant à Paul Burchill lui-même, il dit qu'il s'est toujours amusé en étant dans ce personnage de pirate, ce qui se ressentait de toute manière. Même si, quand Vince lui avait présenté l'idée au début, il était malgré tout un peu déçu de ne plus faire équipe avec Regal. En tout cas, à mes yeux, il avait vraiment un personnage super. Et c'était probablement la meilleure chose qui pouvait lui arriver en termes d'originalité et d'identité pour vraiment se différencier de tous ses collègues. Il n'en demeure pas moins vrai qu'avec une gimmick pareille, le titre poids lourd par exemple n'était pas du tout envisageable. Il n'était pas assez sérieux et crédible pour aspirer à une ceinture majeure. Mais on aurait pu croire que le titre intercontinental par exemple, dans une optique de peut-être conquérir des territoires, tel un pirate. Et avec cette ceinture qui a en plus du bleu, ce qui pourrait faire rappeler la mer, les océans, si on va loin, serait peut-être à sa portée, et qu'il y avait quelque chose à faire créativement. Et dans tous les cas, cette gimmick pourrait peut-être évoluer avec le temps vers une identité beaucoup plus crédible et digne d'un titre majeur, à la manière d'un Triple H qui incarnait un aristocrate au début de sa carrière, avant de devenir l'un des plus grands. Mais malheureusement pour Paul Burchill, les choses vont se compliquer pour lui. Et hélas, toute cette piraterie va bientôt être finie. Au printemps 2006, alors qu'il semblait pourtant bien parti depuis plusieurs semaines, Paul Burchill va voir la mise en avant dont il bénéficiait à SmackDown, sans pour autant faire de lui un main eventer, partir en fumée. Cette dynamique divertissante qu'il avait avec William Regal depuis plusieurs semaines va prendre fin, lorsqu'ils vont avoir un match par équipe dans lequel Regal est toujours déguisé, et que Burchill va abandonner son compatriote en plein match, et donc lui coûter la défaite. Ce qui restera au final le dénouement de cette storyline amusante qu'ils avaient. Burchill fera des apparitions au show Velocity, où il connaîtra la défaite face au Road Warrior. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il avait été accompagné dans son entrée par Shelly Martinez, qui semblait être partie pour devenir sa nouvelle partenaire,
mais en fin de compte, c'est quelque chose qui n'aura lieu qu'une seule fois. C'est également à signaler que dans le ring, on le voyait parfois boire dans sa flasque en plein match, et que son personnage de pirate semblait avoir un problème avec l'alcool. Il perdra ensuite à SmackDown contre Finlay et 2 fois contre Mark Henry, notamment au début du mois de juin en à peine 54 secondes, en se faisant complètement démolir par l'homme le plus fort du monde. Alors qu'à son échelle, tout avait bien démarré pour Burchill. Il a fini par se faire enterrer totalement au bout de 4 mois, sans jamais incarner à nouveau ce personnage. Et là, on se demande forcément, que s'est-il passé pour qu'il soit si radicalement mis au placard ? Vous allez voir que l'explication de cette déchéance tourne autour de 2 éléments essentiels. Le premier élément concerne Vince McMahon. A priori, si cette gimmick a été si brutalement abandonnée, c'est déjà parce que le patron de la WWE n'avait jamais entendu parler de Pirates des Caraïbes et jamais vu le film, ce que William Regal a aussi confirmé. Et que la manière d'être de Paul Burchill dans cette gimmick, qui s'inspirait donc énormément de celle de Johnny Depp, ne lui plaisait pas. Apparemment, Vince aurait préféré qu'il fasse comme le personnage de Jean-Pierre Lafitte à l'époque et se prenne vraiment pour un pirate. Le boss de la fédération de Stamford était convaincu qu'en jouant le personnage comme Burchill le faisait, cette gimmick ne pourrait jamais mousser auprès des fans et qu'on courait au fiasco. Alors que pourtant, pendant ses entrées, Burchill se faisait acclamer et que des spectateurs faisaient même des pancartes pour lui. Vince n'avait tout simplement aucune idée de la popularité de Jack Sparrow à l'époque et ne comprenait pas ce que l'anglais faisait. Le trouvait drôle alors qu'il voulait qu'il soit davantage sérieux. Et comme on a pu le voir à l'écran, Burchill revendiquait l'idée de se déguiser en hommage à un ancêtre, disait qu'il s'amusait, et on voyait bien dans tout son comportement qu'il était dans un registre plutôt léger, dans de l'autodérision. Mais Vince était dans sa propre vision des choses, déconnecté de ce qui pouvait avoir du succès au cinéma, et n'a pas compris ce que l'anglais faisait. Le deuxième élément qui explique cet arrêt soudain de cette gimmick, et qui est la version de l'histoire de Burchill lui-même, c'est que Disney, le mastodonte du divertissement qui a produit la saga Pirates des Caraïbes, n'a pas apprécié le fait qu'un de ses personnages phares soit véritablement plagié, et aurait envoyé une mise en demeure à la WWE lui demandant de l'arrêter. Comme l'anglais l'a raconté, tout allait bien pour lui, mais quand Disney s'en est mêlé et n'a pas aimé qu'une de leurs créations se fasse recopier, son personnage a été jeté aux oubliettes. Évidemment, on ne peut que regretter que les choses se soient terminées prématurément, et c'est clairement dommage de n'avoir eu que 4 mois de cette gimmick de pirate, qui aurait pu devenir un des meilleurs personnages plutôt comiques de la WWE à cette époque. Et puis, pouvez-vous seulement imaginer Paul Burchill dans un show à la thématique pirate, avec un grand stage avec un navire et des canons, comme WrestleMania 37 par exemple ? D'un autre côté, à titre personnel, je peux comprendre que l'idée qu'ils disent qu'il joue un personnage ait pu perturber Vince McMahon. C'est comme si l'Undertaker avait démarré son personnage en disant à l'écran qu'il avait décidé de jouer un croque-mort, ce qui n'aurait pas eu de sens. Finalement, peut-être que la gimmick de Burchill aurait dû être amenée différemment, sans la connecter à un ancêtre. Le fait est que Burchill lui-même garde un bon souvenir de cette période, et a déclaré à son sujet « C'est marrant, parce que le pirate, c'est ce qui semble définir ma carrière. Certains se disent « Oh le pauvre, on l'a obligé à faire cela. Mais je le referai dès maintenant, je l'ai adoré. » Et c'est peut-être ce qui est le plus important. Comme on va le voir, ces 4 mois en tant que pirate resteront probablement les meilleurs de toute sa carrière. Et par la suite, plus rien ne sera jamais pareil, aussi bien professionnellement que personnellement. Après avoir été complètement enterré dans son personnage de pirate, Paul Burchill a été renvoyé à l'OVW, où il restera jusqu'en janvier 2008. Là-bas, il connaîtra à nouveau le succès en devenant champion poids lourd à plusieurs reprises et en ayant également l'occasion de développer un nouveau personnage qu'il appelait The Whipper, ce qui veut dire l'éventreur. Une référence à l'horrible tueur en série Jack l'Éventreur qui sévissait en Angleterre au 19e siècle. Pour l'anecdote, à cette période, son theme song était un remix de la Marche Impériale, le thème musical du personnage de Dark Vador dans Star Wars. Encore un clin d'œil cinématographique. Il y fera aussi équipe avec un certain Stu Sanders, qui deviendra plus tard Wade Barrett, le leader du clan de la Nexus. Mais alors qu'il semblait avoir trouvé une formule qui fonctionnait pour lui, la WWE a une nouvelle fois tout chamboulé en le faisant revenir dans le roster principal en février 2008, accompagné de Katie Lee Burchill, qui jouait sa sœur à l'écran.
On y avait une dynamique assez étrange entre les deux, qui laissait imaginer une sorte de relation incestueuse. Mais de toute façon, la WWE abandonnera cette idée à partir du moment où la compagnie s'est mise à proposer un produit PJ à partir de juillet 2008, alors que ces shows étaient TV-14 les années précédentes. Je dois dire que dans cette phase-là de sa carrière, Burchill était vraiment beaucoup moins distinctif, selon moi, en ayant souvent Katy Lee qui parlait pour lui, et on n'y relèvera quasiment rien de notable, si ce n'est une courte rivalité avec Kofi Kingston pour le titre intercontinental à l'été 2008, et qu'il se fera tataner en 2 minutes par Batista peu de temps après. Il finira par rebondir à l'ECW, façon Vince McMahon, à la fin de l'année, où Burchill se sentait apparemment davantage dans son élément, et où on lui laissait plus de temps pour catcher. C'est sa période à la WWE qu'il a préférée, avec aussi un roster plus petit, ce qui lui offrait donc davantage d'opportunités. Il en retient notamment un match contre Ivan Bourne en avril 2009 à l'O2 Arena à Londres, après lequel Vince l'avait complimenté en Gorilla Position, en lui disant qu'il avait l'air d'un requin quand il attaquait dans le ring. Mais à cette époque, un événement tragique a changé sa vie, et l'a fait complètement remettre en question sa carrière de catcheur. Il lui est arrivé ce qu'il décrit comme étant une des pires choses qui puissent arriver à quelqu'un. Le 19 juin 2009, son grand frère, Sean, qui avait 3 ans de plus que lui, et qui était un major dans les forces armées britanniques, va décéder dans une explosion en Afghanistan. C'est un événement qui va le faire prendre beaucoup de recul sur sa vie, et c'est à noter que Vince McMahon avait pris en charge financièrement l'enterrement. Il va demander à la compagnie de le libérer de son contrat, un souhait qu'elle finira par lui accorder en février 2010. Paul Burchill raconte qu'à cette époque, il est rentré chez lui un jour et qu'il a dit à sa femme qu'il ne voulait plus aller à la WWE pour être le gars qui devait venir perdre et mettre en avant d'autres catcheurs chaque semaine. Il ne se sentait plus comme une priorité de la fédération. Et cette tragédie qu'il a vécue a contribué à lui faire prendre conscience de quelque chose. À l'heure où en plus, ils étaient sur le point d'avoir un 2e fils avec sa femme, il avait besoin de totalement se reconvertir professionnellement. Parce que, comme il l'a dit, je ne voulais pas qu'on se rappelle de moi comme un catcheur. J'avais besoin de faire un peu moins pour moi-même et de faire un peu plus pour les autres. À ce moment-là, même si cela lui arrivera par la suite d'avoir quelques matchs sur le circuit indépendant, il va surtout profiter de la bourse que la WWE offre à ses talents pour aller obtenir certains diplômes. Et en l'occurrence, il réussira à avoir un diplôme d'infirmier. Et selon lui, cette bourse lui a permis de ne pas finir ruiné financièrement, puisque par la suite, grâce à ce programme, il deviendra pompier. Ce qu'il faisait déjà quand il n'était pas sur la route avec la WWE juste avant de quitter l'entreprise. Et aussi ambulancier. C'est désormais ce que Paul Burchill fait à plein temps dans sa vie, des métiers qu'il aime. Il fait même partie de l'équipe SWAT de la police de Jeffersontown dans l'état du Kentucky. Et on ne peut que féliciter Paul Burchill pour cette reconversion professionnelle dans laquelle il s'épanouit. De toute façon, il dit qu'il a eu la chance de pouvoir catcher avec les meilleurs du monde, et qu'avec le recul, il se dit juste qu'il aurait peut-être dû s'y prendre autrement pour se démarquer davantage quand il était à la WWE, et y avoir une meilleure carrière. Il pense aussi qu'il aurait peut-être mieux fait d'aller au Japon plutôt qu'aux États-Unis, et qu'en fin de compte, il a surtout servi de crash test à la fédération de Stamford, pour apprendre à se servir des catcheurs anglais. Dans cette nouvelle vie, le catch est désormais secondaire, seulement présent quand il n'est pas occupé par ses métiers. Voir son ami Luke Gallows être réembauché par la WWE et offrir à son propre fils qui est né en 2010 l'occasion de le voir catcher, c'est ce qui l'a notamment motivé à avoir un match contre le vétéran Gangrel en septembre 2023. En tout cas, la carrière de Paul Burchill a connu une évolution étonnante. Et on retiendra qu'en tant que pirate à l'écran, il a connu ses plus belles heures dans le catch. Avec Katy Lee, on s'est dit, c'est une blague. Mais de quoi parle Paul Burchill? Vous allez le savoir en regardant ces extraits d'interviews que je tiens à vous proposer du Jack Sparrow de la WWE. Vous en apprendrez plus sur sa belle relation avec William Regal, comment il a vécu sa blessure sous les yeux de Vince McMahon et son déménagement aux États-Unis, mais pas seulement. Vous allez découvrir pourquoi il a définitivement décidé de sérieusement revenir dans le catch fin 2023. Et c'est surprenant. Paul Burchill en interview, c'est parti. Déménager aux États-Unis était un grand changement pour moi. C'est quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte en étant à l'aéroport avec 2 sacs, en étant sur le point d'aller dans un nouveau pays. J'ai intégré le système de la WWE, puis on m'a fait débuter à la télévision assez rapidement.
J'étais déjà sur la route à faire équipe avec William Regal. Il n'y avait pas vraiment de plan, mais du jour au lendemain, on m'a dit à 4h de l'après-midi que j'allais débuter le soir même. Oh, ok. Il y a des catcheurs pour qui tout se fait progressivement, où on embarque les fans petit à petit. D'autres qu'on fait débuter par hasard. C'est différent pour tout le monde, j'imagine. À un moment, il y avait beaucoup de talents qui étaient mal utilisés parce qu'on les faisait débuter de manière insignifiante à l'ECW. L'opportunité était gâchée. Pour moi, c'est devenu naturel d'être devant une plus grande foule à force de participer à des shows non télévisés. Au fil de ma carrière à la WWE, je me suis fait une réputation de quelqu'un en qui on peut avoir confiance. On pouvait me mettre contre les tout nouveaux catcheurs, tout comme les champions. C'était toujours des bons matchs. C'est dans ce rôle-là que je me suis retrouvé. C'était bien. Mais je pense quand même qu'en 2004, j'aurais dû prendre une autre décision. Je pense qu'au niveau de ma carrière, le Japon aurait été un endroit plus approprié pour moi. Tout ce que William Regal disait, ça valait de l'or. Toutes ces paroles qu'il dit sont toujours pleines de leçons. Il réfléchit à ce qu'il dit, il pense ce qu'il dit, et il ne va pas passer par 4 chemins. Encore aujourd'hui, quand je catch, j'utilise des astuces qu'il m'a apprises dans les premières semaines où je l'ai côtoyé. À l'époque, c'était vraiment super pour moi de commencer avec lui. J'aurais aimé qu'on reste en équipe un peu plus longtemps par contre. À cette période-là, la division tag team était vraiment saturée. Je crois qu'on était 7 ou 8 équipes. Nous, on était cette équipe de heel qui pouvait toujours servir. Mais malheureusement, il y avait 2-3 équipes qui étaient devant nous, on va dire, dans la file d'attente. On aurait pu être une force plus dominante. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec William Regal. Par rapport à ma gimmick de pirate, moi je l'ai adoré. Quand on m'a présenté cette idée, j'étais déçu de ne plus travailler avec William Regal, parce que j'aimais travailler avec lui. J'avais beaucoup de chance. Ils ont eu cette idée parce que quand j'ai signé à la WWE, on m'a recruté à la base parce que j'étais capable de faire des prises aériennes. Ils voulaient aussi créer un personnage qui plaisait plus aux enfants. Et puis, le film Pirates des Caraïbes était à la mode. En plus, je suis britannique. Ils sont venus me voir avec cette idée. Je crois que j'étais à l'aéroport quand un des agents est venu me dire d'aller parler à Vince McMahon le week-end qui arrivait, sachant que c'était le Royal Rumble. Vince m'a dit qu'il avait l'idée que je sois un pirate. J'ai dit « Ah, ok, comme Pirates des Caraïbes ?» Il m'a dit « Oui, pareil. » Je lui ai dit « Comme Keith Richards alors ?» Il m'a dit « Oui, un pirate. » J'ai dit « Ok. » Et la semaine suivante, ça démarrait. Ça sortait un peu de nulle part. À l'époque, c'était compliqué de trouver des affaires de pirates. C'était pas vraiment trouvable en magasin. Ma femme a passé 1 semaine à appeler partout pour essayer de trouver toutes mes affaires. Et la semaine suivante, j'ai pu venir avec toute ma tenue et on a fait ma première promo. Il y avait des nains, je me tenais au milieu de tout ça, ils filmaient. Je me rappelle qu'il y avait l'Undertaker qui regardait et ils étaient morts de rire. Vince McMahon m'a dit que j'étais trop drôle, que je devais être sérieux. Je lui ai dit que j'étais juste comme un pirate. Il y avait une bonne réaction de la part des fans. Et après plusieurs semaines de segments, quand j'allais enfin débuter dans le ring en étant ce personnage, quelqu'un est venu me voir en me disant que mon entrée était incroyable. J'ai dit « Quoi ?» On m'a dit « Oui, avec la corde !» Moi, j'étais même pas au courant. J'ai donc fait cette entrée et j'ai appris très vite que dans chaque arène, la hauteur du plafond est différente. Et tu ne peux pas aller sur la corde jusqu'à ce que ce soit le show. Donc à chaque fois, c'était comme une loterie. Je sautais et je devais plus ou moins juger. La vitesse n'était pas toujours la même. La première fois que je l'ai faite, c'était pour la montrer au patron. J'ai marché jusqu'au ring, je me suis mis debout sur la 3e corde, en faisant comme si je regardais à l'horizon. Et en sautant sur le ring, ce qui est quelque chose que j'ai fait 1 million de fois, j'avais l'impression qu'une bombe avait explosé dans mon genou. Pile à ce moment-là, je me suis blessé devant le patron. Vince m'a dit « Ça va ?» Je lui ai dit « Je crois que je me suis blessé au genou. » Au final, ce jour-là, j'ai eu des injections de cortisone. Rien que le fait de catcher, c'était déjà fou. Et en plus, j'affrontais mon mentor, William Regal. Et sur une seule jambe, du coup. On m'a fortement sous-entendu que si j'allais faire soigner mon genou, c'est pas sûr qu'il y aurait toujours un spot pour moi à mon retour. Alors, tu te mets une attelle et tu continues. Donc au final, tu es à chaque show non télévisé et tu ne te soignes pas vraiment. Vince McMahon voulait que je sois un heel. Alors, j'ai changé. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de taper dans les mains des fans. Ça se passait bien, puis je crois que c'est Disney qui n'a pas été fan de tout ce personnage. Et la WWE n'allait pas se prendre la tête pour un mec du mid-card. J'étais censé le faire pendant un long moment, mais c'est pas grave, c'était bien. Parfois, c'est une question de timing, c'est pas le bon moment. Ça m'est arrivé quelques fois là-bas, comme quand j'avais une sorte de push et que mon frère est décédé. C'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. C'est le timing, c'est la vie. Quant à Katie Lee, c'était agréable de travailler avec elle. Je pense que si vous demandiez à n'importe qui l'a côtoyée comment elle est,
Personne dirait quoi que ce soit de négatif. Elle est très gentille, super dans ce qu'elle fait. Moi, je déchirais tout à l'OVW et je voulais travailler. Quand on est arrivé à l'OVW, on s'est dit que ça pouvait vraiment être super. J'avais eu l'idée du personnage du Reaper, il y avait Paul Heyman qui écrivait les shows, puis Al Snow est arrivé, c'était génial. De nos jours, NXT est excellent, mais à l'époque, l'OVW était en feu. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu un changement de culture entre NXT aujourd'hui et l'OVW à l'époque. Moi, quand j'y étais, c'était un peu comme si le temps était compté et qu'on n'attendait qu'une chose, c'est d'être appelé dans le roster principal. J'étais focalisé comme d'autres sur l'idée d'aller dans le roster principal. Pas comme à NXT aujourd'hui, où les gars y sont et sont focalisés que sur ça. On dirait qu'ils deviennent des superstars de NXT avant de devenir des superstars de la WWE. Ça se passait vraiment très bien. J'étais dans les coursives pour être appelé dans le roster principal. Une des grandes leçons d'ailleurs que j'ai apprises à l'OVW, c'est que l'histoire du match et ce qu'on essaye de transmettre est plus important que tout le reste. Et je le crois toujours. À un moment, il y a eu le projet que j'aille à l'ECW et que je sois dans le New Breed. Mais ça ne s'est pas fait. Puis, ils nous ont associés avec Katie. On allait arriver et être des frères et sœurs, être arrogants. On avait des matchs non télévisés et ça se passait bien, on déchirait tout. Il y avait des réunions où on nous disait ce qu'on allait faire avec nous. Et là aussi, on était sur place et on s'attendait à avoir un match non télévisé, comme à chaque fois, quand vers 4h de l'après-midi, on nous a dit qu'on débutait à la télévision. Oh, ok. Merci d'avoir prévenu. Et de mémoire, la semaine suivante, il y a eu une grande réunion avec les actionnaires. Et ils ont décidé de prendre un tournant totalement PJ. Et de ne vraiment plus rien faire d'un peu trop osé. On était là, et avec Ketely, on s'est dit, c'est une blague. Et toute la période suivante, j'ai essayé d'être retiré de Monday Night Raw, parce que quand tu n'y es pas un des gars importants, tu sers à rien. Je préférais aller à l'ECW. L'ECW, c'était un show d'1 heure avec des nouveaux talents, et aussi des gars confirmés qui venaient. Il y avait des matchs plus longs, on te donnait du temps pour faire des promos. C'était un excellent endroit pour débuter. C'était un peu comme NXT aujourd'hui en fait. Quand j'y étais, j'avais toutes les semaines des matchs de 10 à 12 minutes. Des promos backstage, c'était génial. C'était largement mieux d'avoir quelque chose à faire chaque semaine. Je voulais qu'on puisse me voir travailler. J'ai eu quelques matchs où on m'a fait des compliments après. Un jour, alors que je venais d'affronter Ivan Bourne à l'O2 Arena, Vince McMahon m'a dit que j'avais l'air d'un requin dans le ring. Et c'était exactement mon intention. On adorait être à l'ECW. Mais au bout d'un moment, ça m'a saoulé de sans arrêt présenter des idées, mais que personne ne les prenne vraiment en considération. J'ai quand même eu l'occasion de travailler avec des bons gars. Après la WWE, j'étais davantage focalisé sur des choses qui n'étaient pas liées au catch. Et honnêtement, je ne sais pas s'il y avait vraiment un intérêt pour moi à ce moment-là. Je servais plus à rien dans les derniers mois que j'avais passé à la WWE, et j'étais un simple jobber. Ce que moi j'ai préféré dans mon histoire à la WWE, et comment j'aurais aimé être utilisé dès le début, c'est plutôt ce que je faisais à la fin de ma période là-bas, ce que je faisais à l'ECW. Pendant longtemps, j'ai tout essayé pour qu'on me transfère là-bas, parce que je sentais que là-bas je pouvais exploser et faire quelque chose de bien. Et de mon côté, je me dis aussi qu'il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire différemment. Et en fin de compte, je pense que j'ai toujours dû me battre pour tout. On m'a jamais rien donné avec un plan déjà tout prêt. Fallait que je me batte. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Vous savez, si le niveau technique de catch était un critère de réussite à la WWE, Dolph Ziggler serait champion du monde. Mais ce n'est pas le cas. Les gars qui viennent du Royaume-Uni ne doivent pas arriver en Amérique en disant « c'est comme ça que je catch ». Ça ne marche plus comme ça de nos jours. À notre époque, tu dois être multitâche et polyvalent dans le ring. C'est comme si t'arrives à la WWE et que tu dis que ta gimmick ça va être d'être un anglais. Le côté xénophobe avec le britannique, le japonais, ça ne marche plus. Tout comme de nos jours, il n'y a plus vraiment de gentils et de méchants dans le catch. Il y a des catcheurs qui viennent, ils font ce qu'ils font, et après, on aime ou on n'aime pas. En 2023, il y a plusieurs raisons qui ont fait que je suis revenu dans l'industrie du catch. Déjà, j'ai 4 enfants. Et bien évidemment, quand on prend une décision pareille, on doit toujours réfléchir à l'impact que ça va avoir sur eux. Mais le fin mot de cette histoire, c'est que j'ai bien pris soin de moi. Je suis en bonne santé, je suis en forme, et j'ai pris du recul sur ma période de la WWE. Je dirais pas que je la regarde avec fierté, mais j'ai le sentiment que si j'avais l'opportunité d'améliorer mon héritage dans le catch, c'est quelque chose dont je serais encore plus fier dans ma vie à l'avenir. Donc autant essayer. Alors j'ai réfléchi à l'idée d'y revenir, et je m'y sens bien. J'ai aussi voulu catcher pour que mon enfant, qui ne m'avait encore jamais vu, puisse vivre ça. Et j'ai eu l'opportunité début 2024 d'aller à la NWA. Il y a plusieurs personnes là-bas avec qui je suis resté ami toutes ces années. Et voilà pour ces extraits d'interviews de Paul Burchill, qui nous ont permis d'avoir son ressenti sur tout son parcours, le recul qu'il a pris.
C'est clairement quelqu'un d'intéressant. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve avec l'ancien pirate de la WWE. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur le Jack Sparrow de la WWE, Paul Burchill. On a pu voir comment le natif de Guildford a réussi en seulement quelques années à se lancer dans le catch et à taper dans l'œil de la plus grande compagnie du business. Comment il en est arrivé à s'inspirer de la performance de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes pour incarner un vrai personnage à l'identité très forte du côté de SmackDown en 2006. Et comment un événement tragique a profondément marqué son parcours. Même s'il n'y en a pas eu assez à cause d'un imbroglio en coulisses qui aurait largement pu être évité, il nous aura malgré tout offert des moments géniaux, que ce soit son entrée toujours spectaculaire ou ses scènes comiques avec William Regal. Et tout cela me fait justement vous poser une question. Selon vous, s'il n'avait pas été brutalement mis au placard, jusqu'où ce personnage de pirate aurait-il pu mener l'anglais à la WWE ? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera intéressant d'en parler ensemble dans les commentaires et de partager nos points de vue, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous avez envie de partir à l'abordage avec Paul Burchill, partagez cette vidéo autour de vous et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait ou qui vont le faire, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.